Initialement prévue pour aujourd'hui, 7 janvier, la discussion à l'Assemblée nationale de la pétition contre la loi du plomb, signée par plus de 2 millions de citoyens à l'été dernier, va finalement être repoussée de quelques jours afin de s'assurer de la présence à Paris de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. La pétition montrait l'intérêt grandissant de la population pour les questions agricoles, alors que les crises secouent cycliquement l'agriculture française. Depuis 2 jours, le gouvernement rencontre les différents syndicats agricoles pour trouver des terrains d'entente sur plusieurs sujets de tension, dermatose nodulaire contagieuse, adoption du Mercosur. Face aux contestations, Sébastien Lecornu a déjà annoncé suspendre l'importation de fruits et légumes d'Amérique du Sud contenant des résidus de 5 fongicides et herbicides interdits en Europe. Alors que les crises se répètent, comment donc penser notre modèle agricole et la souveraineté alimentaire? Nouveau mot d'ordre du ministère de l'Agriculture. Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Ève Fouilleux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS en sciences politiques, chercheuse associée au CIRAD. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir. Le politique qui veut faire passer la pilule du Mercosur. Il dit, mais d'une, on va exporter des choses, des services, et puis de la bagnole, et puis tout ce que tu veux. Alors de la bagnole, nous, on n'en a pas trop. Ça va être nos copains allemands qui vont les vendre. Et puis des services, j'en sais trop rien. Et puis d'un autre côté, ça va augmenter le pouvoir d'achat. Alors, moi, j'aime bien le pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pouvoir d'achat? Ça veut dire que les choses sont moins chères, et la nourriture, aujourd'hui, elle a un prix. Dans le standard de production française, la nourriture a un prix pour une rémunération pour nos agriculteurs. Alors on peut acheter moins cher, on peut détruire ce qui existe ici, mais au final, le consommateur, il faut aussi qu'il sache ce qu'il veut. Là-bas, le salarié agricole dans ces pays-là, il est payé à 1/3 du prix de ce qu'on paye ici. J'ai pas envie que demain, tout le pays français, ils viennent à des niveaux qu'on est là-bas. Nous, on a une protection sociale, on a un standard de production ici, en France. On n'est pas compétitif avec ces pays-là, mais on n'a pas le même niveau de vie. La voix de Gérard Lorbet, président de la FDSEA du Bas-Rhin, des propos recueillis par Magali Fichter d'ici Alsace. Il faut d'abord tenter de nous expliquer, Ève Fouilleux, sur cette question du Mercosur. Comment vous l'abordez? Comment le commerce international vient-il aujourd'hui percuter de plein fouet l'agriculture française et les agriculteurs? Alors moi, ce que je peux souligner par rapport à ça, c'est que c'est pas nouveau, que c'est un processus historique qui s'est mis en place depuis de longues années. Mhm. Ça a commencé avec simplement la construction du marché commun, du marché européen, où on a décidé de mettre ensemble et d'échanger nos produits entre pays européens, avec, à ce moment-là, c'était dans les années 60, une protection aux frontières, avec des droits de douane qui nous protégeaient de la concurrence internationale. Et à ce jeu-là, nous, les Français, on était plutôt très efficaces. On vendait bien nos céréales sur le marché européen. Et à partir des années 90, à partir du moment où on a commencé à négocier dans le prédécesseur de l'OMC, c'était l'accord général sur le tarif et le commerce, les affaires agricoles en même temps que les affaires industrielles, comme le mentionnait ce monsieur, eh bien, on a été un peu cornérisé par nos partenaires commerciaux, les États-Unis et le groupe de Cairns, et on a dû libéraliser. Et c'est là où on a commencé à démanteler la politique agricole commune telle qu'elle avait été construite au départ, et où on a remplacé les prix garantis, qui étaient l'instrument de soutien principal, par des aides directes, et on a donc démanteler la protection aux frontières, et progressivement, à partir du début des années 90, avec la réforme McCharry, jusqu'aux années 2010, on a enlevé cette protection. Et donc, on a commencé à mettre nos agriculteurs en concurrence, non seulement avec les autres agriculteurs européens, et l'Union européenne s'est agrandie, donc on a eu plus de concurrence, mais aussi avec les agriculteurs du reste du monde. Donc c'est un processus qui n'est pas nouveau, qui a été construit politiquement comme ça. Il faut nous dire un mot sur cette notion que vous avez mentionnée, celle de prix garanti. On entendait aussi dans le discours de cet agriculteur la notion de prix garanti, de prix minimum est omniprésente, et c'est celle qui fait peut-être défaut aujourd'hui dans la manière que l'agriculture peut, sur cette façon que les agriculteurs justement peuvent mener pour conduire leur vie. Cette notion de prix garanti dans les années 60-70, comment se construit-elle et comment est-elle maintenue justement par les politiques agricoles ?
Alors en fait, la politique agricole commune était organisée autour de ces prix garantis. C'est-à-dire qu'on soutenait les agriculteurs, non pas par des aides directes, mais par un prix artificiellement élevé. C'était des prix institutionnels décidés par les pouvoirs publics au niveau européen. On avait chaque année le paquet prix où les ministères de l'agriculture, les ministres de l'agriculture de la communauté européenne à l'époque se mettaient d'accord sur le niveau des prix. Et c'est un système effectivement, qu'il y a une nostalgie de ce système-là, mais qui en réalité était un système problématique pour plusieurs raisons. Déjà, il était très inégalitaire dans la mesure où plus on était gros, plus on était soutenu, puisque plus on mettait en marché et plus indirectement on avait le soutien de l'État. Ce qui est maintenant reflété exactement dans les aides directes qui sont versées à la place de ces prix garantis, puisque plus on est gros à la surface, plus on a d'aides directes à la surface. Et donc c'était inégalitaire, mais c'était aussi très incitatif à produire. Donc c'est le soubassement de notre agriculture, de notre système agricole très productiviste. Les agriculteurs, ils mettaient en marché sans avoir de signal du marché et ils étaient toujours soutenus. Et donc ça a été problématique puisque à partir des années 70, on a eu une accumulation des excédents agricoles et c'était un vrai problème dans les années 80. C'est pour ça que tout un tas d'acteurs au niveau des États n'étaient pas contre le fait de réformer la politique agricole commune parce qu'il y avait cette idée d'arrêter l'accumulation des excédents. Donc c'est une nostalgie pour les agriculteurs, mais en réalité, c'était aussi un gros problème dans le fonctionnement des marchés agricoles. Je voudrais vous faire entendre la voix de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à l'occasion du lancement des conférences de la souveraineté alimentaire, lancement qui se tenait à Rungis le 8 décembre dernier. Chers amis, si nous sommes réunis ici, c'est que la guerre agricole se prépare. C'est l'observation lucide du monde et des rapports entre nations qui impose ce constat implacable. La guerre agricole menace chaque jour un peu plus. Il est temps d'agir. Car la guerre entre armées ramène avec elle la guerre des champs. Rien dans ces mouvements géopolitiques n'est le fruit du hasard. Ce sont des actes assumés de grandes puissances qui savent que l'alimentation est, pour reprendre les mots d'Henry Kissinger, une arme politique. La guerre agricole, 2 fois, la guerre des champs, 1 fois, le mot guerre 4 fois en moins de 40 secondes. De quoi parle la ministre de l'Agriculture, Ève Houilleux, lorsqu'elle évoque cette notion de guerre agricole ? Je pense qu'il y a déjà un effet de discours, c'est-à-dire de dramatiser la situation et de souligner le fait qu'elle s'inquiète pour ses agriculteurs. C'est un peu son rôle de ministre. Mais je pense que ça renvoie à l'histoire, à l'enjeu majeur qui est le fait de mettre en avant la dimension de la compétitivité et sa définition de la souveraineté alimentaire qui est le maintien des capacités de production, de transformation, de distribution de l'agriculture française. C'est comme ça que c'est défini dans la loi d'orientation agricole et le maintien surtout des capacités à l'export. Et en fait, cette nouvelle notion de souveraineté alimentaire, disons que c'est les nouveaux habits de ce qu'on a appelé pendant des années la vocation exportatrice de la France. Et on mettait en avant cette vocation exportatrice pour légitimer un modèle agricole qui tendait à faire produire toujours plus les agriculteurs, à les mettre dans une situation de concurrence avec en fait une capacité d'exportation qui était aussi liée à une dépendance à l'import, c'est-à-dire qu'on exporte massivement en France. Et c'était très bien vu parce que pendant longtemps, l'agriculture a permis de combler le déficit de la balance commerciale. Mais donc, quand on regarde ce qu'on exporte, on exporte des vins, des alcools, on exporte de l'épicerie, on exporte des produits laitiers, ça c'est nos exportations en valeur, et en volume, on exporte des céréales et principalement des céréales pour l'alimentation animale. Donc c'est pour fabriquer ces exportations, on importe notamment des engrais massivement et du soja pour nourrir les animaux, et donc c'est une exportation qui nous rend aussi dépendantes d'importation. On va revenir sur cette dépendance, sur les engrais évidemment que vous mentionnez. D'abord, je voudrais vous donner ce chiffre, cette tendance plutôt. La balance agricole française pourrait être déficitaire en 2025. Je parle bien de balance agricole, pour la première fois en près de 50 ans. Quand on constate cela, la ministre de l'Agriculture n'a-t-elle pas raison tout de même de s'inquiéter ?
Alors sans doute, elle a raison de s'inquiéter, mais encore une fois, c'est vraiment le produit d'un modèle qu'on a construit comme ça, qui est promu par tout un tas d'acteurs, que ce soit les traders, les industriels, la coopération agricole aussi, hein, qui à la fois vend les produits aux agriculteurs, leur achète leur production, fait elle-même de la transformation alimentaire ou de la distribution. Et donc, avec l'idée de bien légitime pour des industriels d'acheter leurs produits au meilleur prix et donc les acheter dans le reste du monde s'ils sont moins chers dans le reste du monde, hein. Les plus gros acteurs de l'industrie agroalimentaire en France, ils sont implantés, et des coopératives agricoles aussi, elles sont implantées dans l'ensemble du monde. Elles font leur chiffre d'affaires sur la concurrence, justement, entre agriculteurs aussi. Donc, c'est aussi le résultat de stratégies d'acteurs économiques qui sont hyper importants à prendre en compte pour comprendre ce qui se passe en agriculture. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en agriculture si on ne comprend pas les stratégies de ces acteurs du milieu de chaîne. Ces chiffres mis en exergue également par le journal Le Monde. Aujourd'hui, la France importe la moitié des fruits, légumes et du poulet qu'elle consomme, 60% de la viande ovine, 25% du bœuf. Fin de citation. Comment, encore une fois, peut-on parler de souveraineté alimentaire lorsque l'on constate ces chiffres ? Alors, encore une fois, tout dépend de comment on définit la souveraineté alimentaire. La ministre le définit par une capacité d'exportation. Il y a des produits qu'on importe, mais qu'on exporte aussi. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas économiste agricole, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce fonctionnement des marchés agricoles. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, il y a un vrai enjeu dans la dépendance au marché extérieur, mais qui est lié à ce modèle-là. Notre modèle d'agriculture hyper productiviste, il est basé sur une utilisation massive de produits chimiques, particulièrement d'engrais et de pesticides. Ces engrais-là, on les importe et donc on peut toujours mettre en avant ces exportations qui sont aussi, quand on regarde les exportations, je vous ai dit, les céréales pour l'alimentation animale, les vins, les fromages, ce sont céréales et viticulture, les deux principaux postes d'utilisation de pesticides. Donc ça renvoie aussi à ce modèle d'agriculture qui... il faut élargir la définition de la souveraineté alimentaire, pas seulement aux exportations, pas seulement à notre dépendance à l'import qui est liée au fait qu'on veut exporter, mais aussi aux effets de ce modèle agricole, à la fois sur la santé socio-économique des agriculteurs, l'environnement et puis l'état des mangeurs. Alors sur les intrants, sur les engrais que vous évoquez, Fouilleux, sur la dépendance de notre modèle agricole à ces produits que nous importons de fait, comment expliquer que la France, historiquement, n'ait pas construit une filière qui lui permettait de produire sur le sol national ces intrants, ces engrais, ces produits nécessaires aujourd'hui ? Alors la France, alors les produits nécessaires, c'est les intrants, c'est les semences, c'est la machinerie agricole, les engrais et les pesticides. La France est un très gros fabricant de pesticides. On exporte des pesticides, on exporte même des pesticides interdits en France. Les engrais, alors je ne sais pas exactement où sont fabriqués les engrais, mais l'enjeu, ce serait plutôt d'utiliser moins d'engrais, moins de pesticides pour changer de modèle agricole. Mais vous disiez notre dépendance à certains produits aujourd'hui, notre dépendance à l'international. Alors comment l'expliquer, cette dépendance ? Elle s'explique par le modèle qui demande l'utilisation de ces produits. On n'est pas capable de produire du pétrole, nous, en France, et donc, ou du gaz pour fabriquer ces engrais chimiques. Donc, le fait qu'on continue à promouvoir un modèle hyper intensif en produits chimiques nous rend de toute façon dépendants à l'extérieur. Ça, c'est clair. De la même façon qu'on importe massivement du soja d'Amérique du Sud, particulier du Brésil, pour alimenter les élevages hors sol intensifs, mais même les vaches laitières, elles mangent du soja pour avoir une ration protéique, pour être plus efficace, pour avoir plus de rendement. Eh bien, encore une fois, c'est ce modèle qui veut ça. Une vache, normalement, elle mange de l'herbe et elle fait son lait. Elle n'a pas besoin de soja. Mais dans le modèle hyper intensif qu'on a construit, on a besoin de ces importations d'intrants. Oui. Je reviens un instant sur ce terme, cette expression de souveraineté alimentaire. Quel usage les syndicats agricoles, je pense notamment à la FNSEA, fait-elle de cette expression ? Quel usage, comment utilise-t-elle ce terme de souveraineté alimentaire ?
Eh bien, elle l'utilise un peu dans le même sens que la ministre, c'est-à-dire pour promouvoir ce modèle productiviste et cette priorité à l'export. Ce qui est intéressant, je pense, de souligner, c'est d'où vient cette notion de souveraineté alimentaire. En réalité, elle vient pas du tout au départ de la FNSEA. Je ne sais pas si c'est conscient d'avoir repris un terme qui était en fait un terme plutôt de la critique, c'est-à-dire des gauches paysannes ou en tout cas des mouvements paysans. Ce terme de souveraineté alimentaire, il a été mis sur l'agenda international d'abord, pas l'agenda politique français. L'agenda international à la fin des années 90, justement au moment de ce triomphe des idées libérales autour des politiques agricoles, après la signature de l'accord de Marrakech, juste avant la mise en place de l'OMC, à Rome, lors d'un grand sommet mondial de l'alimentation, et ces mouvements paysans, la Via Campesina, se positionner en faux par rapport au tout commerce international et à une définition de la sécurité alimentaire qui était célébrée à Rome par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, et qu'il considérait comme trop libérale, trop individuelle. La sécurité alimentaire, c'est l'accès physique et économique à une nourriture saine et stable dans le temps, etc. Et eux, ils ont défini la souveraineté alimentaire en faux par rapport à cette définition de la sécurité alimentaire comme le droit des paysans et le droit des peuples à définir ce qu'ils voulaient manger et à le produire. Donc, plutôt qu'à devoir l'acheter sur les marchés internationaux, acheter des produits faits à l'étranger. Donc c'était vraiment exactement le contraire d'une définition très politique, pas du tout contre le tout commerce international, le contraire de ce qu'on définit actuellement comme la souveraineté alimentaire en France, au ministère et à la FNSEA. Je voudrais vous faire entendre une voix, celle de Paul Nicholson, paysan basque et l'un des fondateurs de la Via Campesina. Il raconte les années 90 et la naissance justement de leur lutte pour un autre modèle agricole. Los primeros años de los 90 había una enorme crisis el mundo rural. Au début des années 90, le monde rural connaissait une énorme crise. Les politiques de globalisation étaient en pleine implémentation, dont la libéralisation des marchés alimentaires. L'alimentation ne constituait plus un droit, mais devenait une marchandise. Les accords de libre-échange étaient en pleine négociation. On parlait de l'agriculture et de la production alimentaire sans la présence des agriculteurs. Il y a eu des rencontres et des échanges de toute une série d'organisations paysannes nouvelles. On comprit alors la globalité de la problématique. Nous n'étions pas ennemis. Le problème venait des politiques néolibérales de globalisation. En 1992, les organisations progressistes ne voyaient pas la globalisation d'un mauvais œil, car on croyait qu'elle allait apporter une solution à la faim dans le monde. C'était un mensonge énorme. Que vous inspire, F. Houilleux, ce témoignage, le récit historique de cette lutte, de ce combat aussi politique pour un autre modèle agricole ? Là encore, on peut prolonger ce moment historique de mise en avant de ce terme de souveraineté alimentaire dans une définition totalement différente avec la situation actuelle. Si on regarde actuellement les conséquences du modèle agricole libéralisé qu'il évoquait, en France, eh bien, c'est des agriculteurs qui sont hyper endettés, qui sont poussés à produire toujours plus, qui sont mis en concurrence avec leurs voisins, les autres agriculteurs français, les autres agriculteurs du reste du monde, et dont le nombre a chuté. En 1970, on avait encore 1 500 000 agriculteurs. On en a aujourd'hui moins de 400 000. Les 10 dernières années, on en a perdu 100 000. Donc c'est vraiment un problème. Et c'est pas le seul problème. On a aussi l'impact de ces produits chimiques qu'on évoquait tout à l'heure. Les engrais, l'utilisation d'engrais notamment, contribue massivement au fait que le système alimentaire est responsable de 1/4 des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est des pollutions massives par les nitrates, donc issus des engrais, et par les pesticides de tous les milieux, les sols, l'air, l'eau, avec des factures d'eau qui explosent, des zones de captage qui sont fermées parce que l'eau est trop polluée et qu'elle menace la santé publique, un effondrement de la biodiversité qui est catastrophique et qui menace au premier chef les agriculteurs qui sont les premières victimes
victimes de ces problèmes environnementaux, c'est important de le souligner aussi. Ils sont d'abord les premières victimes des pesticides. Vous êtes agriculteur, vous avez 13% de chance de risque en plus de développer un Parkinson, 25% de risque en plus de développer un myélome, 55% pour un lymphome. Enfin, vraiment, les victimes des pesticides en premier, c'est les agriculteurs. La même façon, ils sont victimes du changement climatique, de l'effondrement des pollinisateurs, un effondrement de cette biodiversité qui est si utile à l'agriculture. On a déjà des chutes de rendement en blé, en maïs, les arboriculteurs qui subissent des printemps. Avec le réchauffement climatique, le printemps devient plus précoce. Il y a quand même des gels tardifs et en une nuit de gel, un arboriculteur, il peut perdre toute sa récolte. Donc c'est vraiment ces problèmes environnementaux qui sont générés par le modèle agricole font des agriculteurs les premières victimes. Face à ce diagnostic dramatique que vous pointez là, Fouilleux, comment activer la transition de notre modèle agricole? Par quoi commencer, si je puis dire? On a le sentiment aussi que les agriculteurs voudraient entamer cette transition, mais qu'ils sont parfois dans des injonctions contradictoires, notamment l'injonction productiviste face à l'injonction de faire évoluer leur propre modèle. Oui, alors là aussi, c'est aussi ancien, hein, ça fait une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années que la recherche développe des modèles, enfin des techniques, essaye des techniques pour réduire notamment les pesticides. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que on sait faire. Enfin, ne serait-ce que les agriculteurs biologiques font la preuve tous les jours qu'on peut produire sans pesticides, sans engrais chimiques, et que c'est bénéfique pour la santé. Alors, il y a des travaux scientifiques qui le montrent. Quand on mange plus bio, on a moins de cancer, etc. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'on a des modèles qui marchent, on sait faire sans, mais on a un verrouillage économique qui fait que c'est compliqué. On sait faire sans. Les agriculteurs aujourd'hui français savent faire sans, ou ils auraient besoin au contraire d'être formés, accompagnés pour apprendre à faire? Et comme vous le disiez, et en plus, ils sont favorables à le faire. Quand on les interroge, 85% des agriculteurs sont favorables à la transition agroécologique. Et 23% d'entre eux pensent que c'est même une opportunité. Donc, ils sont favorables à le faire, mais ils sont coincés dans un système économique qui souvent les empêche de le faire. Donc, il y a un accompagnement qui est nécessaire en termes politiques, en termes techniques, sur le terrain, etc., bien sûr. Mais le plus gros frein, c'est un frein politique, c'est que les politiques publiques, telles qu'elles sont organisées actuellement, elles poussent vers cette définition qu'on évoquait tout à l'heure de la souveraineté alimentaire et de ce modèle agricole productif. On le soutient tout le temps, encore maintenant. Et donc, il faudrait déjà mettre un cap clair autour de la transition agroécologique. Actuellement, ce n'est pas du tout le sens qui est pris, et puis réorienter les budgets, parce que l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on investit massivement de l'argent public dans le système alimentaire. Chaque année, c'est autour de 50 milliards d'euros. Je renvoie aux travaux du BASIC, qui est un think tank parisien qui a vraiment fait des études très intéressantes où il calcule et il réimpute toutes les dépenses sur le système alimentaire. On dépense chaque année 50 milliards d'euros. Il y a une vingtaine de pourcents de ces 50 milliards d'euros qui vont aux agriculteurs à travers essentiellement les subventions de la PAC, dont j'ai déjà dit qu'elles sont distribuées de façon inégalitaire. On pourrait vraiment complètement changer la façon dont il distribue ses soutiens. Mais sur ces 50 milliards, il y a 60% de cet argent, une trentaine de milliards, qui vont au milieu de chaîne que j'évoquais tout à l'heure, à ces acteurs industriels. Industrie agroalimentaire, restauration commerciale, grande distribution. Ils ont des exonérations fiscales et des exonérations de charges sociales qui sont des dépenses aveugles sur lesquelles on pourrait aussi travailler pour les inciter à acheter. Parce qu'il faut arrêter, il faut sortir de la double injonction de faire peser la responsabilité des problèmes uniquement sur les agriculteurs d'un côté ou sur les consommateurs de l'autre. Est-ce que l'une des clés, en quelques mots également, ce n'est pas de repenser notre façon d'aborder la politique agricole dans son ensemble? Je pense notamment à l'idée de l'aborder à travers plusieurs ministères, la santé, l'éducation nationale. Absolument. Et bien d'autres, la recherche également. Au fond, l'agriculture, c'est un sujet transministère et pluridisciplinaire.
Alors absolument. Là, ce que vous évoquez, je suis tout à fait d'accord, c'est extrêmement important. Pour changer ces politiques publiques, il va falloir changer ce qu'on appelle la gouvernance, ou en tout cas les processus de décision autour des politiques agricoles, autour de leur formulation, autour de leur mise en œuvre. Et donc ça veut dire déconstruire ce qu'on a appelé la cogestion, qui décide les politiques agricoles dans un face-à-face entre le ministère de l'Agriculture d'un côté et la FNSEA et les industriels de l'autre. Et il faut ouvrir du côté de l'État à différents ministères, aux collectivités territoriales qui sont des acteurs majeurs et montants sur ces questions, et de l'autre côté à la société civile, ONG d'environnement, associations de consommateurs, tous ces acteurs qui sont très concernés par les questions alimentaires. Merci beaucoup, Ève Fouillé. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS en sciences politiques, chercheuse associée au CIRAD, et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Juliette Mouelik, Rodi Eken, à la réalisation, Léa Racine. Vous êtes bien sur France Culture.